Ces défis exigent la clarté dans nos débats, l'ambition pour le pays et le respect pour chaque Français. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur Global Africa Télé Sud des Fréquences Protestantes pour ce débat qui regroupe 3 jeunes de différents partis politiques. J'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Emma Chevalier, secrétaire nationale des Jeunes Écolos. Bonsoir. Bonsoir. Louison Bastien, référent des Jeunes avec Macron du Nord. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et Raphaël Labreuil, conseiller municipal délégué des Républicains de la ville de Chelles et membre des Jeunes les Républicains. Bonsoir Raphaël. Bonsoir à tous. On va commencer avec le sujet d'actualité, la dissolution. Comment vous avez accueilli personnellement cette décision? Je commence par la majorité. Là, on est parti tête baissée dans des nouvelles élections législatives, mais il ne faut pas oublier les 2 gros enseignements de dimanche soir. C'est qu'à 20h, sur l'écran, le Rassemblement national était à 33%. Chez moi, dans le Nord, c'était 38%. C'est un vote de colère profonde qui est important, qu'il faut comprendre. Et puis le deuxième sujet, comme trop souvent, c'est le sujet de l'abstention, on y reviendra. Et donc face à cela, le président de la République, il a fait un choix, celui de dissoudre l'Assemblée pour d'abord donner la parole aux Français, faire un choix pour le futur de notre pays. Je pense que face à un problème, il n'y a pas meilleure solution que de redonner la parole par le vote. On nous critique trop souvent d'être déconnecté, de ne pas être à l'écoute. Là, il n'y a pas plus bel acte d'écoute que de retourner au vote pour revoter notre Assemblée nationale, notre Parlement. Et donc, c'est une réponse forte et elle amène aussi une clarification des situations politiques. Et nous le voyons depuis lundi matin, dès le début, une alliance de gauche est montée. On y reviendra, mais voilà, une clarification était nécessaire. Elle a été voulue par le président de la République, on y reviendra, mais elle a lieu. Est-ce que c'était nécessaire cette dissolution? Est-ce que vous la comprenez? Moi, ma réaction face à dimanche, déjà j'ai eu peur face au score du Rassemblement national parce que je pense que c'est un score qui doit nous inquiéter. Aujourd'hui, 33% aux élections européennes, c'est inquiétant. En tant que femme, aujourd'hui, j'ai peur pour mes droits s'il y arrivait une majorité d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Ensuite, j'ai été en colère. Face à la décision, pour moi, irresponsable du président de la République. C'est un coup de poker aussi, comme disent les cadres de votre parti. Oui, c'est ça. On a l'impression que c'est aussi un peu un coup d'ego qu'il a tenté de faire. Donc, de la colère, parce que je pense que c'est une décision qui est irresponsable aujourd'hui. Ça laisse vraiment... c'est un marchepied à l'extrême droite qu'on laisse faire. Et c'est extrêmement inquiétant aujourd'hui qu'on a un président de la République... qui se croit capable de tout et qui se pense capable de tout. Donc c'est assez inquiétant. Raphaël, c'est une décision irresponsable aussi, selon vous? Irresponsable, je ne sais pas. Surprenante, ça, c'est sûr. La première réaction, c'était la surprise. La surprise vis-à-vis du timing. Je comprends la nécessité de retourner devant les citoyens. Par contre, le timing nous interroge. C'est vrai que c'est la première fois qu'il y a une élection qui survient après une autre élection. Exactement. Ouais. Et puis, pour être sur le terrain et pour faire campagne pour nos candidats, le délai qui nous est donné est particulièrement court. On ne peut pas faire campagne. Surtout vous qui êtes en mairie. Exactement. Le temps de faire des affiches, de choisir son candidat, d'aller à la rencontre des citoyens sur les marchés ou devant les gares. On a vraiment 2 week-ends utiles. Et donc pour faire campagne, c'est très compliqué. Et honnêtement, si on voulait envoyer le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, on n'aurait pas fait mieux. C'est-à-dire qu'on prend les résultats des européennes, il est largement en tête, c'est vraiment une catastrophe pour notre pays. Et on prend ce résultat, écoutez, dans 3 semaines, on va revoter. Et donc, on va vraisemblablement vers le même résultat. Et c'est particulièrement dangereux pour notre pays. Et c'est un choix, vous parliez de coup de poker. Oui, ça peut très bien se retourner dans un sens comme de l'autre. En face de nous, on a 2 alliances des extrêmes qui nous inquiètent profondément. Et donc, le timing est inquiétant. On aurait pu comprendre que le président de la République souhaite une union nationale pendant les Jeux Olympiques et qui redonne la parole au peuple français à l'issue des Jeux Olympiques.
rien ne le forçait à précipiter les choses dans des délais qu'on n'a jamais connus. Mais surtout que le chef d'État avait décliné toute dissolution à la suite des élections européennes, considérant que ces élections n'avaient pas d'incidence sur le plan institutionnel national. Pourquoi ce changement de pied? Est-ce que vous l'avez compris en tant que jeune avec Macron? Quand on voit le Rassemblement national a un score aussi haut, c'est pas un parti comme les autres. Mais dans d'autres, bien sûr, il y a eu d'autres bien élections sûr, mais européennes pendant la campagne des élections européennes, on ne sait pas le score à l'avance. Ah bah non, mais les sondages disaient très bien D'accord, que... mais faut pas faire les résultats des élections avant... Mais là, ils ont eu raison quand même, vous êtes d'accord? Bien sûr. C'est pas donner raison au Rassemblement national, au contraire. C'est de donner la possibilité de retourner aux urnes, Après l'élection. Et justement, d'avoir un scrutin national. On y reviendra sur l'abstention, mais les européennes, c'est des enjeux qui ne sont pas très compris, malheureusement, qui ne sont pas cernés par les Français. Et donc là, on a une clarification politique très nette. C'est qu'on a 3 semaines de campagne et on fait campagne. Elle est assez longue, en fait, pour clarifier les positions. En une semaine, on a déjà une alliance de gauche qui s'est montée. On a le Rassemblement national qui revient déjà sur ses propositions quand ils arriveront au pouvoir. En une semaine, ça a suffi. Et on fait campagne, on a le temps d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des Français, de participer à des débats. Donc non, on fait campagne et c'est très bien. Et le chef d'État s'était posé en garant, en barrage contre les extrêmes, mais avec le score des Européennes, on voit très bien que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous considérez que c'était un échec ou vous direz comme lui, ça n'a pas marché? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un coup de poker qu'il a tenté. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit. C'est pas du tout démocratique de forcer les élections et faire c'est son campagne. pouvoir discrétionnaire de convoquer une dissolution. En 3 semaines. Oui, mais faire campagne en 3 semaines. Là, on est à 2 semaines. En une semaine, on n'a pas pu faire campagne parce qu'il y avait notamment les négociations qui étaient en cours avec aussi les investitures. Donc en fait, ça nous laisse 2 semaines pour faire campagne. Donc c'est pas du tout démocratique, ça laisse pas du tout la possibilité aussi aux citoyens, aux citoyennes de s'organiser. Là, on voit une explosion des procurations. Donc c'est qu'il y a aussi un problème au niveau démocratique. Donc c'est ça aussi le réel problème, c'est que le président il a souhaité, on va dire, donner la possibilité aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer, mais en fait il les laisse pas s'exprimer vraiment librement et avec en tout cas de manière. Pourquoi? Ce que je veux dire par là, c'est que en 2 semaines, on n'a pas le temps de faire campagne et ça pose des problèmes démocratiques. C'est ça le fond du problème aujourd'hui, c'est qu'en 2 semaines, on ne peut pas faire campagne, ou en tout cas, on ne peut pas laisser la possibilité aux citoyens et aux citoyennes de s'exprimer de façon générale. Et Raphaël, quand vous voyez le chiffre, le score du RN, est-ce que vous dites que Macron est le seul responsable? C'est pas le seul responsable, mais en tout cas, si on se retrouve dans cette situation-là, où on peut avoir le Rassemblement national à la tête du pays, on le doit en très grande partie au président de la République. Et rien que le fait de provoquer des élections législatives aussi rapidement, dans un délai aussi court, comme on vient de le dire, on fait tout pour envoyer le Rassemblement national à l'Assemblée. J'attire juste aussi l'attention pour travailler dans une mairie sur le délai particulièrement contraint pour les agents. C'est-à-dire que les mairies organisent le scrutin, c'est un délai qui est vraiment très difficile à tenir pour rassembler des assesseurs, pour avoir nos présidents de bureau de vote, pour avoir les agents, pour pouvoir les secrétaires de bureau, pour pouvoir que le scrutin se déroule convenablement. Même les imprimeurs, on entend les imprimeurs qui n'arrivent pas du tout à tenir les délais. Enfin, tout est fait pour compliquer cette élection et pour que... honnêtement, si on avait voulu envoyer le Rassemblement national directement, donner les clés de Matignon, on n'aurait pas fait autrement. Donc, sincèrement, je m'interroge sur ce délai et sur la volonté derrière. C'est quoi? Il y a quoi pour... Il y a un agenda caché de la part du chef d'État? Il nous a toujours habitués à des coups de billard à X bandes. Donc là, visiblement, il y en a encore un. Sauf que même dans son camp, on n'arrive pas à le comprendre. Il y a eu une sidération le dimanche soir à Renaissance pour comprendre, mais déjà personne n'était au courant, et pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire, comment se mettre en ordre de bataille. Donc il a surpris tout le monde. 3 jours avant, il avait dit que les élections européennes n'avaient aucune incidence sur le plan national. Encore une fois, il a pris tout le monde à contre-pied. C'est encore, il joue, mais cette fois-ci, il joue avec les institutions. Donc c'est un peu plus grave. Et le dimanche, revenons sur le dimanche avec les différents scores des partis politiques, surtout chez Renaissance, 14% si je ne me trompe pas, c'est quasiment la moitié de Jordan Bardella. Vous qui vous définissez comme un parti pro-européen, comment vous avez reçu ce résultat? Évidemment, très négativement, parce que c'est un score très faible. On avait fait beaucoup plus en 2019. Effectivement. On perd beaucoup de députés européens et c'est une défaite double parce que d'abord, c'est une défaite partisane pour notre parti et c'est une défaite aussi des enjeux européens.
c'est que dans cette élection, les deux partis d'extrême droite sont à 40%. Et donc, ça montre aussi qu'il est plus facile d'exprimer un vote colère dans une élection européenne où les enjeux sont mal compris, les enjeux européens. Très peu de personnes aujourd'hui peuvent expliquer comment fonctionnent les institutions, que fait l'Union européenne concrètement. Et donc, c'est une défaite double. Et ce sera une responsabilité aussi pour les élus du prochain mandat, les élus de tout parti hors Rassemblement national, qui est extrêmement ambigu. Est-ce qu'ils quittent l'Europe ou pas? On ne sait pas. Et c'est une responsabilité collective. Le prochain mandat, ce sera notamment celui de la mise en place du pacte vert. Et donc, c'est une mesure, ce sera un ensemble de mesures extrêmement importantes pour répondre aux problèmes écologiques. Et donc ça doit être des mesures qui doivent être faites en lien avec les institutions nationales, qui doivent être en lien avec les citoyens directement pour sentir une implantation européenne, l'Europe du concret dans les territoires partout en France. Ce n'est pas un rejet de la personnalité du président lui-même aussi derrière sur votre sanction? Non, moi je pense que c'est deux lectures. La première, c'est que l'Union européenne, les enjeux européens sont mal compris en France. Ça, tout le monde peut le partager. Ils sont méconnus. Et le second, c'est qu'il est plus facile d'exprimer un vote colère sur les élections européennes. C'est un rejet de la personnalité du président. Mais c'est une responsabilité collective. Le Rassemblement national, quand on arrive au pouvoir en 2017, était déjà au second tour. Alors évidemment qu'on a notre part, évidemment qu'on n'a pas tout bien fait, qu'on a parfois mal compris la colère des Français. Nous prenons notre responsabilité, le président de la République l'a dit. Mais c'était une responsabilité collective. La droite était au pouvoir avant, la gauche aujourd'hui met sur un pied d'égalité le gouvernement et le Rassemblement national. Ça aussi, c'est des situations dangereuses. Il y a une responsabilité collective du score du Rassemblement national. Et Emma, vous avez fait quasiment 5,5% si je ne me trompe pas. Vous avez frôlé quand même la catastrophe. Hein. En fait, on ne va pas dire qu'on n'a pas été déçus du score forcément des écologistes aux élections européennes, ça serait mentir. Mais je pense que c'est aussi le reflet du manque de visibilisation en fait, des problèmes écologiques qui sont face à nous concrètement. La faute à qui? Je pense qu'il y a déjà la responsabilité des médias. En fait, on l'a vu, là, le sujet central de cette élection européenne, c'était l'immigration. C'était la préoccupation des Français aussi dans les sondages. Hein. Comment? C'était aussi la préoccupation des Français dans les sondages. Oui, mais après, les sondages, forcément, les médias, ils influent aussi, ils influent aussi les centres... les centres d'intérêt, on va dire, des Français. Donc forcément, quand on parle que d'immigration, 24 heures sur 24 sur les médias, forcément, en fait, on ne pose pas les autres problèmes qui sont face à nous et auxquels l'Union européenne peut concrètement répondre. Le défi de la crise climatique, c'est un défi qui, déjà, pour l'instant, nous surpasse déjà. On a atteint une grande partie des limites planétaires. Ensuite, il y a eu une forte criminalisation aussi des militants écologistes et donc ça a fortement joué. Avec la crise agricole qu'on a donc il y a eu une forte criminalisation des militants écologistes, donc ça a fortement joué dans notre défaveur. C'est pas aussi, il n'y a pas une sorte de radicalité de votre conception de l'écologie peut-être? En fait, on est obligé d'être radical aujourd'hui parce que face à la crise climatique, on n'a plus le temps. Et c'est ça qu'aujourd'hui, les politiques, de façon générale, les médias ont du mal à entendre, c'est qu'on n'a plus le temps. C'est maintenant qu'il faut agir. On a déjà dépassé, on va dire, le temps pour agir. Donc, évidemment qu'on a besoin d'être radical pour agir concrètement pour le climat. Et donc, il y a une criminalisation des militants écologistes. On a vu avec Sainte-Soline qui a été d'une extrême violence envers les militants, des violences policières inouïes. Il y a eu des violences physiques. Je vois Raphaël réagir là. Je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet, mais c'est un fait. Il y a eu des violences policières qui ont été faites envers les militants écologistes, alors qu'il y avait notamment des élus présents. Il y avait des élus qui ont été aussi gazés, qui ont reçu des projectiles, des LBD, etc. Et donc ça, c'est extrêmement grave et c'est un sujet qui a totalement été passé à la trappe. Et qui donc forcément défavorise, on va dire, l'opinion publique envers les écologistes, alors que ce sont des combats qui sont nécessaires aujourd'hui. Raphaël, réaction? Je pense qu'on vient de comprendre pourquoi les écologistes ont fait 5,5, parce que justement c'est ce discours radical. Et donc les écologistes convaincus, vous les avez perdus en tenant des propos
genre radicaux. Comme quoi? J'ai pas d'autres termes. Quand on parle de Sainte-Soline en disant qu'il y a eu des violences policières... C'est un fait. Non, il faut On juste avait un militant écologiste qui était dans le coma. Bien sûr que c'est des violences policières. Je vous laisse regarder les violences qui ont été faites sur les forces de l'ordre, les cocktails Molotov qui ont été lancés sur eux, l'extrême violence, le nombre de gendarmes qui ont été blessés ce jour-là. Donc je pense que la violence n'était pas de ce côté-là. Je tiens quand même à rappeler que cette manifestation était illégale. Elle n'avait pas été déclarée, elle avait été refusée par les préfectures. Donc le fait qu'il y ait des élus de la République présents, c'est une faute. Ils étaient là pour cautionner quelque chose qui est illégal. Et il y a eu un nombre de violences incalculables sur les forces de l'ordre. Et donc, parler de violences policières pour Sainte-Soline, non. Donc là, je pense qu'on comprend le score que vous avez pu faire aux européennes. Vous avez perdu un discours sur l'écologie politique qui pouvait s'entendre, même si je pense que l'écologie n'appartient pas à un parti et que chaque parti doit s'en saisir et proposer des solutions concrètes. C'est ce que nous essayons de faire avec une écologie des résultats plutôt que du dogmatisme. Donc là, on comprend un peu mieux le résultat. Et je voudrais revenir aussi sur Renaissance, où vous dites, entre guillemets, c'est pas de notre faute. Le RN était trop fort, les Français ne comprennent pas les enjeux. Pas dit ça. J'ai dit que c'était une responsabilité collective, qu'on a notre part. Vous avez une très grande part. Elle est très grande, je ne sais pas, mais on a une part. Tous les partis. Aussi très grande. Regardez le score en 2017 du Rassemblement National. Regardez là peut-être ceux qu'on aura dans. Très bien. Voilà. Ceux qu'on aura dans la case des services publics, la case de tout ce que Sarkozy a fait, et le gouvernement Hollande aussi. Ça fait quand même 7 ans que Macron il est au pouvoir. Et nous, ça fait 15 ans qu'on est plus au pouvoir. Prenons collectivement notre part de responsabilité dans la montée du Rassemblement National. Il est déjà au second tour en 2017. Je vous rappelle juste la déclaration d'Emmanuel Macron qui avait dit que son objectif premier, c'était après lui, c'était de faire baisser le vote RN et que c'était son objectif premier. Nous avons Regardez les résultats. De prendre notre responsabilité. Il faut le faire collectivement. Mais par exemple, en donnant des vice-présidences à l'extrême droite, enfin. Et quand Sandrine Rousseau dit qu'on réhabilite Pétain et qu'elle met sur un pied d'égalité le gouvernement et le Rassemblement National, c'est pas mettre sur un pied d'égalité, c'est des positions extrêmement dangereuses. Ça aussi, ça contribue. Mais c'est un fait qu'aujourd'hui le Rassemblement National il est extrêmement présent et c'est de votre faute en fait. Aujourd'hui, quand vous donnez des vice-présidences à l'Assemblée nationale, c'est totalement et alors. En fait, vous laissez comme ça. Il n'y a plus de barrage à l'extrême droite. Ils ont un barrage de 89 députés. Il y a un barrage il n'y a plus de barrage à l'extrême droite. Vous avez complètement délaissé. Mais quand on met sur un pied d'égalité des partis de gouvernement et le Rassemblement national, et c'est une bonne transition sur le barrage, parce qu'on a notre ami des Républicains qui est là, où votre président du parti a franchi le Rubicon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, c'est un choix solitaire. Je tiens à rappeler qu'encore la veille de cette annonce, il avait une réunion avec Gérard Larcher, président du Sénat, Bruno Retailleau, président du groupe au Sénat, et que jamais cette question n'a été abordée, envisagée. Donc c'est une décision solitaire qu'il a prise donc seul, sans consulter les instances du parti, le bureau politique qui est fait pour ça, qui est fait pour définir la ligne. Et je tiens à rappeler que les Républicains ont une ligne historique, qui est celle d'une frontière étanche avec le Rassemblement national. Donc ce choix est mortifère. Il nous a conduits dans une impasse. On essaye d'en sortir, on essaye d'expliquer aux électeurs que ce n'est pas notre ligne. Et que c'est difficile quand même avec... Bien sûr, c'est compliqué et puis le message peut être un peu brouillé. Donc c'est pour ça qu'au niveau local, on essaye de clarifier les choses, d'aller à la rencontre des électeurs, malgré le peu de temps qu'on a, pour expliquer que ce n'est pas notre ligne et ça ne sera jamais notre ligne. Nous, on est vraiment étanche vis-à-vis du Rassemblement national. On ne peut pas cautionner le programme de ce dernier, notamment le programme économique. Je vois beaucoup de candidats, enfin beaucoup, certains, notamment des anciens jeunes LR qui vont... Votre président, Guillaume Carayon. Exactement, l'ancien vice-président aussi qui est parachuté dans la première circonscription de Seine-et-Marne, alors qu'il est élu du 17e. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes élus, de jeunes LR qui ont envie d'avoir un moment de gloire. Je pense qu'ils vont avoir des lendemains difficiles et qu'ils vont se rendre compte que aller aussi vite, suivre le mouvement, c'était une erreur et c'est renier toute notre histoire. Emma, est-ce que cette union était inévitable selon vous, vu les propos, la radicalité d'Éric Ciotti? Mais cette décision, elle est inacceptable. Enfin, en fait, aujourd'hui, on se doit de faire le barrage républicain. Et aujourd'hui, Éric Ciotti a Il existe encore ce terme. Est-ce que le terme barrage... Mais on se doit, c'est notre responsabilité aujourd'hui, en tant qu'électeurs, électrices, de se souvenir
et de faire barrage à l'extrême droite. Donc là, c'est une erreur fondamentale que Éric Ciotti a faite en complètement oubliant l'arc républicain, le barrage républicain, en donnant son parti vraiment au Rassemblement national. C'est une erreur, elle n'était vraiment pas inévitable, c'est son choix, il l'a fait ainsi, et donc c'était une alliance qui n'était pas du tout nécessaire aujourd'hui, face notamment à la montée de l'extrême droite. C'est une alliance qui est encore plus terrible quand on voit le score du Rassemblement national d'allier la droite et l'extrême droite pour des élections législatives. Et on parle d'arc républicain, donc j'ai été extrêmement clair sur le fait qu'il ne fallait pas faire d'alliance avec le Rassemblement national. On ne fait pas d'alliance avec les extrêmes, et donc vous me voyez venir. Il ne faut pas faire d'alliance non plus avec l'extrême gauche. Je ne vois pas pourquoi il y a un arc républicain que d'un côté du spectre politique et pas de l'autre. Les extrêmes sont les extrêmes, et donc des partis de gouvernement vous mettez un Sénégal entre la France insoumise et le Rassemblement national. C'est des partis d'extrême. Donc ils prônent. Regardez, vous mettez un signe d'égalité entre les deux. Vous mettez quand même là, vous êtes en train de mettre à égal la France insoumise et le Rassemblement national. C'est extrêmement grave de faire ça aujourd'hui. Je vois pas en quoi c'est extrêmement grave. Constat. Moi, j'ai extrêmement du mal à les mettre sur un pied d'égalité. Je le dis, ça fait des années qu'on débat avec des militants là-dessus. Le Rassemblement national, par ses racines idéologiques et historiques, c'est compliqué de le mettre à un pied d'égalité. Par contre, ce qu'on voit, et qui répond à la clarification demandée par le président de la République, c'est que cette alliance de gauche, elle met dans le même paquet Philippe Poutou et François Hollande. Elle met dans le même paquet des personnes qui veulent soutenir l'Ukraine et des personnes qui ne veulent pas. Elle met dans le même paquet des personnes qui saluent le 7 octobre et qui le condamnent. Et donc, il faut le répondre aussi, c'est une alliance électoraliste sans aucun fondement idéologique. Et donc ça, c'est aussi à dénoncer. Et puis, ça répond aussi, moi je voudrais réagir à la situation des LR, ça répond à la clarification demandée. Évidemment que c'est un acte solitaire et on le voit sur le terrain. Moi, dans le Nord, les militants LR, ils restent fidèles à l'idéologie du parti. Et donc, c'est un acte solitaire à dénoncer. Et enfin, sur le barrage républicain, quand j'entends la gauche parler de barrage républicain, mais à les écouter, ils devraient s'arrêter aux frontières de la NUPES. Tout ce qui est plus à droite que le Parti socialiste, c'est égal au Front national, au Rassemblement national. Et ça, c'est des discours extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que les électeurs, eux, ils voient quoi ? Ils entendent des discours qui mettent sur un pied d'égalité Gabriel Attal et Jean-Bernard Bardella, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est des discours extrêmement dangereux. Et ça contribue aussi à la montée du Rassemblement national. Emma. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi, je pense que c'est une erreur fondamentale. En fait, on n'a pas le droit aujourd'hui de comparer la France insoumise et le Rassemblement national. Le socle, on doit le faire. Le socle idéologique n'est pas du tout le même. Ce n'est pas du tout les mêmes fondements. Enfin, en fait, il faut rappeler que le Rassemblement national aujourd'hui est un parti raciste, un parti sexiste, un parti antisémite, un parti fasciste. Et là, on est en train de mettre vraiment sur un pied d'égalité la France insoumise et qui a en son sein des antisémites. Donc, mais en fait, on ne peut pas comparer aujourd'hui la France insoumise et le Rassemblement national. Merci de me laisser terminer. Ensuite, aujourd'hui, on a un socle programmatique qui est extrêmement clair, que ce soit sur Gaza, sur l'Ukraine. Je ne sais plus quel... mais bien sûr qu'on soutient l'Ukraine. Donc les votes de LFI... Est-ce que vous avez regardé Est-ce que vous avez regardé le programme du nouveau Front populaire qui est sorti ? D'accord. Est-ce que vous l'avez regardé ? Et sur le nucléaire, Est-ce que vous l'avez regardé ? Sur l'Europe. Il ne me répond pas, il ne l'a pas regardé. Évidemment, donc évidemment qu'il ne sait pas répondre à cette question, parce que si vous aviez regardé, vous auriez vu qu'on a des propositions extrêmement claires sur l'Ukraine. Nous, en tant qu'écologistes, en tant que parti aussi de gauche, quand je parle de parti au pluriel, en incluant tous les partis qui sont dans l'alliance du nouveau Front populaire, nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui une démocratie qui Bien sûr. Mais ça, c'est votre position pendant les européennes, et c'est ça. Et oui, c'est la position qu'on a aujourd'hui dans le programme du nouveau Front populaire. Et vous, ça ne vous dérange pas de vous allier avec LFI qui a voté contre toutes les aides à l'Ukraine ? Nous avons une position qui est claire sur l'Ukraine. On en reparlera, je pense que c'est pas... Elle est claire, évidemment, pendant les européennes. Mais non, dans le programme du nouveau Front populaire, elle est très claire aussi. Du prochain débat. Mais sur tous les autres sujets, l'alliance de gauche, elle est idéologiquement pas Mais non, on a juste parlé du programme économique. On a un programme qui est clair. Je ne comprends même pas que François Hollande soit là-dedans. Raphaël, oui. Mais c'est parce qu'il y a une nécessité aussi, en fait, de faire une alliance... C'est pas les fondements idéologiques communs entre Philippe Poutou et François Hollande. Mais aujourd'hui, on a un programme... En fait, c'est parce que vous n'avez pas regardé le programme qui est sorti il y a quelques... Le SMIC à 1 600 €, si, Et ben voilà. On a bien vu. Je vois pas comment François Hollande peut défendre ça. Autant Philippe Poutou... C'est pas ça le vrai barrage républicain aujourd'hui. C'est pas le Front populaire, le vrai barrage républicain face à la montée de l'extrême droite. Ah bah c'est sûr que... Vu cette incohérence. Le barrage incohérence. républicain aujourd'hui. Mais moi, je le dénonce. Il faut dénoncer les deux. Là, on a une tripartition de la vie politique. On a le bloc central qui est sur sa ligne depuis 2017. Qui envoie des disparitions.
Pas forcément, les élections elles n'ont pas encore eu lieu, on verra. Mais les sondages sont dangereux pour le Mais moment. les sondages, le dimanche matin, quand on va voter à 8h, il n'y a pas un seul bulletin dans l'urne. Rien n'est fait, on fait campagne et il faut dénoncer ces deux camps politiques. D'abord le Rassemblement national qui fait volte-face sur tout, qui a des racines idéologiques qui sont absolument horribles. Et l'Alliance de gauche qui elle aussi a dénoncé. Je ne les mets pas sur un pied d'égalité, il faut les dénoncer aussi. Qui a eu des positions antisémites Donc pour beaucoup au de second cadres, tour, qui a eu- s'il y a un candidat RN et un candidat du Front populaire, vous votez le Front populaire. Ça dépend. Ça dépend. Comment ça dépend? Si c'est Non, Philippe non, Poutou, je vote blanc, pardon. Non, ça ne dépend. Non, Si mais là, Raphaël c'est pas Arnaud- possible de dire si ça. c'est Raphaël Arnaud qui est candidat dans le Vaucluse, qui a salué la résistance palestinienne après le 7 octobre, non, je ne mettrai pas son nom dans l'urne. Évidemment que non. Et fiché S. Et fiché S. Mais en tant que militant écologiste, en tant que militant si de ça- gauche, en si tant Ça que vous dérange militant pas d'avoir, antifasciste, ça vous on dérange est pas tous d'avoir des fichés- candidats comme On ça est tous fichés S en fait. Ah ouais, vous êtes fiché En S tant que aussi. militant Mais si c'est écologiste, vous, en vous êtes tant un que socialiste, militant évidemment, je vote antifasciste, pour vous. bien sûr que Vous êtes fiché S? peut-être, je ne sais pas. Ça m'étonnerait pas. Non mais c'est vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un fichage qui est extrêmement. Enfin, aujourd'hui, en tant que Pardon, mais militant. Raphaël Arnaud, il l'a provoqué quand même. Mais en tant que militant aujourd'hui écologiste, antifasciste, Donc vous Il y assumez, a- vous assumez il y a- la candidature de Raphaël Arnaud. mais bien sûr, et je la soutiens. Bah, à partir du Et moment est-ce que vous où soutenez on ce qu'il a défend dit Et sans je la solidarité, ça ne soutiens m'étonne pas. aujourd'hui. Est-ce que vous soutenez ce qu'il a dit après le 7 octobre? Mais Je salue la résistance Mais palestinienne. aujourd'hui, on a des positions. En fait, c'est parce que vous cherchez à chaque fois, Mais parce qu'il n'y a aucun fondement idéologique Mais dans cette alliance. on a des positions claires qui sont sur Gaza. Bah, Donc en non. fait, vous anticipez. Regardez en votre sein, On en chaque parle. camp Ah, mais bien a- sûr. Gaza, On a Ukraine, des Gaza, positions on claires. parlera. On a des positions On claires sur parlera, ça. on revient, on se fait une petite pause et on parlera de ce sujet. Merci à vous. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah, Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Et c'est reparti pour cette deuxième partie de ce débat en compagnie de Lison Bastien, référent des jeunes Macron, des jeunes avec Macron du Nord, Raphaël Abreuil, représentant des jeunes LR, et Emma Chevalier, secrétaire nationale des jeunes écolos. On va parler d'accès au logement, qui est une préoccupation pour les jeunes aujourd'hui. Et le président disait lors de sa conférence de presse qu'il reconnaissait qu'il n'en avait pas fait assez sur ce sujet. Et selon une étude de la Fondation Abbé Pierre publiée dans Le Parisien le 16 mai dernier, pas moins de 5 millions de jeunes vivent encore chez leurs parents. C'est quasiment 250 000 personnes de plus qu'il y a 7 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Lison Bastien? Alors déjà, il faut rappeler que beaucoup a déjà été fait, notamment sur la rénovation des logements. On est actuellement sur un rythme de 300 000 par an. C'était 50 000 quand on est arrivé au pouvoir. Il y a aussi un renouveau du logement étudiant dans la construction de logements Crous, la rénovation de logements Crous. C'est un sujet extrêmement compliqué parce qu'on voit dans certaines villes comme Rennes ou même chez moi à Lille, c'est très compliqué de trouver un appartement quand on est étudiant et pas que quand on est étudiant, quand on est jeune actif aussi. Donc la première chose déjà, c'est de permettre l'accès, enfin faciliter l'accès au logement dans les démarches. Moi je pense qu'on a mis en place la garantie visale, le fait que l'État puisse prendre en charge le dépôt de garantie pour un appartement, c'est très souvent un immense frein à l'accès au logement parce que c'est toujours des grosses sommes à avancer. Et donc aujourd'hui, plus personne ne peut dire que ça ne marche pas, tout le monde le plébiscite et donc ça a été une véritable avancée. On a mis en place aussi sur la rénovation thermique des bâtiments et donc des logements MaPrimeRénov' qu'on a développé année après année. On atteint 300 000 logements rénovés par an. Et puis plus largement, ça répond à la question du pouvoir d'achat. Si on n'arrive pas à trouver un logement, c'est parce qu'on n'a pas les moyens quand on est jeune, étudiant ou jeune actif. Et donc il faut pour cela, surtout pour les jeunes actifs, que le travail paye mieux, qu'on trouve un travail. C'est pour ça que nous agissons tous les jours sur l'emploi des jeunes. Nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 40 ans pour les jeunes. Avec la réforme de l'assurance chômage qui va arriver. Mais non, mais nous l'avons aujourd'hui. Et ça, c'est issu de quoi? C'est issu du travail sur l'orientation, sur la formation, sur l'apprentissage, qui a triplé depuis 2017. Et donc ça répond à une logique de, pour se loger, il faut pouvoir déjà avoir un travail, un salaire qui permette de pouvoir avoir les moyens d'accéder au logement. Emma, sur le logement. Il y a beaucoup de choses à faire encore.
On voit les difficultés, notamment des jeunes et aussi des étudiants et des étudiantes pour trouver un logement. Donc là, ça va être le début des recherches, notamment pour les étudiants pour trouver un logement. On sait les difficultés, notamment parce que forcément les bailleurs font exploser les prix parce qu'ils savent les difficultés de trouver un logement décent aussi. Donc en fait, il y a plusieurs enjeux. Donc déjà, faciliter l'accès au logement pour tous les jeunes. Comment Au niveau, par exemple, en limitant, en limitant l'explosion des prix par les bailleurs, parce que c'est notamment le prix qui pose des difficultés pour se loger. On sait que c'est ce qui faut plafonner les prix, c'est ça? Voilà, c'est ce qui pose en tout cas le plus de difficultés pour les étudiants pour trouver un logement. Ensuite, il y a une autre difficulté, c'est la décence du logement. Aujourd'hui, on voit des passoires thermiques qui sont vraiment... c'est des choses qui sont vraiment inacceptables, de ne pas pouvoir juste vivre dans un appartement qui est une passoire thermique. Donc en hiver, il fait beaucoup trop froid, en été, il fait beaucoup trop chaud. Donc ça, c'est un enjeu qui donc est aussi lié avec l'enjeu de la rénovation thermique des bâtiments. On a aussi, par exemple, au niveau sanitaire, des difficultés. On voit, il y a beaucoup, notamment, d'insalubrité dans les logements étudiants. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Moi, je suis étudiante et je vis dans un appartement Crous. Donc, je vois les difficultés en fait qui se posent aujourd'hui, notamment dans les logements Crous où il y a une vraie insalubrité. On voit les cafards, etc. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas du tout prises en compte par le gouvernement, avec des difficultés en tout cas au niveau de ces logements-là. Donc en fait, il y a en tout cas, l'accès au logement recoupe vraiment beaucoup de questions. Et donc nous, on porte vraiment, en tout cas, la facilitation pour trouver un logement qui n'explose pas les prix, et aussi le logement digne, qui est une question qui aujourd'hui n'est pas mise en avant dans le débat public de façon générale. En fait, c'est un échec total de la politique gouvernementale en matière d'accès au logement pour les jeunes. Eh bien, vous m'ôtez les mots de la bouche. Effectivement, je résumerai cette politique par un mot, l'impréparation. Quand a été mis en place les DPE et donc l'interdiction de louer des logements dits de passoires thermiques pour des DPE classés de F à G, l'objectif est louable, mais il n'est pas préparé, il n'est pas anticipé, ce qui fait que plein de logements étaient retirés du marché, parce qu'ils ne pouvaient plus être loués. Et donc, on a une baisse de l'offre. Et donc, on s'est retrouvé avec notamment des jeunes, c'est surtout sur des petites surfaces, qui n'ont pas pu avoir leur logement. Donc, l'objectif premier était louable, mais l'impréparation a conduit à avoir cette situation où pas assez de logements, notamment en région parisienne, pour les étudiants ou pour les jeunes actifs. Est-ce que vous connaissez une impréparation, Lusio? Moi, je pense que ce qu'on vient d'entendre, c'est assez caricatural du débat public. On a en face de nous un représentant des Républicains et des écolos. Les deux ont été au pouvoir sous François Hollande, sous Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la question des logements? On récupère un parc immobilier national dans un état lamentable quand on arrive au pouvoir en 2017. C'était une rénovation, une loi qui a été mise en place par les écolos en 2014. La rénovation des logements thermiques, c'était 50 000 par an. Aujourd'hui, on est à 300 000. Et en plus, vous parlez des logements indignes que le gouvernement ne fait rien. Alors pour la question étudiante, les Crous, c'est extrêmement compliqué parce que pour construire de nouvelles places, il y a une logique foncière qui est extrêmement compliquée en ville, c'est qu'on n'a pas la place. Par contre, on agit énormément sur la rénovation, là où François Hollande avait coupé pas mal de budget de rénovation des logements Crous à l'époque. Et puis, sur dire que le gouvernement ne fait rien sur l'insalubrité des logements, c'est faux. On agit avec MaPrimeRénov' en obligeant les bailleurs à retirer du marché des appartements classés au plus bas dans une gradation temporelle. Et puis, les Républicains, comme d'habitude, viennent nous faire des grandes leçons. Ça fait 10 ans qu'ils sont plus au pouvoir, on leur pardonne, mais Nicolas Sarkozy, à l'époque, n'avait rien fait. Et donc, on récupère une situation en 2017 qui était catastrophique. On avance la garantie Visale, on avance sur le logement étudiant dans les Crous, on avance sur la rénovation thermique des bâtiments. Ça ne va pas assez lent, je suis d'accord avec vous, mais il faut continuer. Et la question du pouvoir d'achat est extrêmement liée. Nous continuons avec la baisse du chômage des jeunes. Désolée, mais la rhétorique qui est utilisée depuis tout à l'heure, c'est ah mais vous avez été au pouvoir, mais en fait ça fait 7 ans que vous êtes au pouvoir. Emmanuel Macron, il était ministre. Enfin en fait, à un moment, il faut aussi se remettre en question. Ça fonctionne pas. C'est aussi de votre faute. Chiffres. Notre bilan, c'est 300 000. Le vote, c'est 50 000 par an.
En fait, à chaque fois, vous utilisez la même rhétorique, alors que ça fait comme si vous n'étiez pas au pouvoir et que vous n'avez pas la possibilité de changer les choses. Ça fait du mal de le dire, mais je suis d'accord avec Ah collègue. ça si. Ça recommence. Mais en fait, ce qui est étonnant de l'autre côté de la table, c'est que on en a parlé longuement tout à l'heure, l'extrême droite aux portes du pouvoir. On a les résultats du bloc central qui sont en train de chuter et sans parachute. Chuter sans parachute. Oh. Chuter sans parachute. Ah, d'accord. Mais par contre, quand on écoute Renaissance, tout va bien. C'est-à-dire que J'ai pas dit ça. ça fait 7 ans qu'on est au pouvoir. On n'a plus de construction d'immobilier. Alors certes, on peut imputer ça à une partie de la guerre en Ukraine, mais pas que, à la remise de la loi Pinel, à la remise en cause de plusieurs dispositifs où les promoteurs ne peuvent plus construire, parce qu'il y a explosion des coûts. Donc ça, c'est pas de notre faute. Les rénovations énergétiques, on a fait beaucoup. On a un parc qui se dégrade à vitesse grand V, mais c'est pas de notre faute. Enfin, honnêtement, en Macronie, tout va bien. On va sans doute vers une catastrophe pour le camp présidentiel. Il y a eu quand même des avancées sous le On a mis en président. place ma prime rénov et qu'on vote tous les gens sur les budgets de la prime rénov. Les Républicains ont voté contre. Vous êtes contre la rénovation thermique des bâtiments. Et après, sur un plateau, là, pendant des élections, à 2 semaines des élections, vous nous dites qu'il faut rénover les bâtiments. Mais elle est où la logique? Nous mettons en place des budgets sur la rénovation des bâtiments, vous votez contre. Pourquoi? Belle tradition. Vas-y, Raphaël, et après on parle d'écologie. C'est assez simple d'attaquer sur des votes passés. C'est très Parce que clair. quand on explique comme ça, c'est-à-dire que le dispositif MaPrimeRénov', oui, ça a l'air super. Et donc, pourquoi s'opposer? Mais quand on regarde un peu, ça concerne quel type de bâtiment, quel type de rénovation, à quel point les personnes vont être aidées, ou quel coût ils vont devoir payer à la fin de l'aide. Et bien, quand on gratte un petit peu la surface, on découvre que le projet qui était présenté ne convenait pas. Sauf que vous avez voté contre les budgets, pas les règles de mise en place, les budgets. Pas comment on rénove, à qui va l'argent, juste au budget. Réponse courte de Raphaël. Réponse courte. Non, moi je parle du dispositif qui n'était pas il parle de pensé, budget, je parle de l'impréparation, donc ça nous amène à ne pas voter les budgets qui vont sur ce dispositif qui ne correspondait pas à la demande des Français, qui est une rénovation aidée. Parlons d'écologie avec le mix énergétique. Est-ce que c'est la seule réponse aujourd'hui en matière de transition énergétique et écologique? Réponse 2, Emma. Voilà. Sujet favori. Sujet favori. Donc. Aujourd'hui, l'énergie, c'est un sujet qui est extrêmement important pour la transition écologique, forcément. Aujourd'hui, il est nécessaire je vais parler du sujet qui fâche tout de suite, je le pose sur la table avant qu'on m'attaque sur ça, la sortie du nucléaire. Donc, nous... Je vois les souris déjà. En fait, je préfère exposer ma vision avant qu'on me coupe et qu'on m'attaque. Donc aujourd'hui, nous, notre vision du nucléaire, c'est une vision qui est sur du long terme. Donc on ne dit pas quand on va arriver au pouvoir le 8 juillet, on coupe de toutes les centrales, on ne fait plus rien, etc. C'est pas mentionné dans votre programme. Comment? Le nucléaire n'est pas mentionné dans votre programme comme... Parce qu'on accepte le fait qu'on ait des désaccords sur ça, mais on peut en discuter. En fait, aujourd'hui, l'enjeu est tellement grand face à la montée de l'extrême droite que c'est pas seulement la question du nucléaire qui va empêcher notre alliance. Donc chaque parti défendra ce qu'il souhaite aujourd'hui. Donc nous sommes contre, en tout cas, l'investissement dans le nucléaire. Et aujourd'hui, il y a d'autres possibilités pour, au niveau, en tout cas, énergétique, notamment au niveau des énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, chaque parti de gauche défendra ses positions sur le sujet. Chaque parti a le droit d'avoir ses propres positions. Aujourd'hui, la position des écologistes, en tout cas, a toujours été claire et restera toujours la même. Donc notre position est assez claire sur ce sujet-là. Raphaël. Eh ben, on comprend pourquoi cette alliance est plus que bancale. Sur un sujet aussi important qui touche à notre souveraineté, les partis au sein de ce Front populaire sont d'accord sur rien. Quand on prend la position des Verts et qu'on prend la position de Fabien Roussel, Parti communiste, ils sont d'accord sur rien sur la question du nucléaire. Et pour revenir sur le nucléaire, on a la chance, et c'est un choix stratégique qui a été fait il y a de nombreuses années par un parti de droite, excusez-moi, sur le développement du nucléaire. Notre souveraineté dépend de notre capacité à fournir de l'électricité non intermittente comme les énergies renouvelables, peu chère et pas polluante. Et donc c'est pour ça qu'il faut le développer. Et on a bien vu avec la réforme du marché de l'électricité qui heureusement a été un peu faite, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. On vendait et on achetait surtout de l'électricité en Europe à des prix bien plus supérieurs au prix de revient de notre fabrication française. Donc il faut
cette réforme a été engagée, il faut la poursuivre, mais il faut développer notre parc nucléaire pour permettre à notre souveraineté énergétique de se développer. Mais aujourd'hui, on n'est pas souverain au niveau énergétique. En fait, on importe la plupart de l'uranium au niveau énergétique. Donc, en fait, la souveraineté française, mais sur elle les n'existe pas. panneaux photovoltaïques sont fabriqués en Chine, les éoliennes aussi. Donc, il n'y a pas de souveraineté énergétique avec les énergies renouvelables. Et le problème, c'est qu'elles sont peut-être renouvelables, mais elles sont intermittentes. C'est pas possible au niveau du nucléaire non plus. Mais pourquoi pas le mix énergétique? Pourquoi pas associer les deux? Mais il faut. Justement. Mais toute la question, c'est le dosage. Peut-être sur ce sujet, sortir des postures idéologiques et écouter les scientifiques. On a en France une agence qui s'appelle la RTE, une agence publique de l'énergie. Elle nous a dit pour atteindre la neutralité carbone en 2050, en matière d'énergie, il faut doubler, voire tripler notre production d'électricité parce qu'on sort du pétrole, on sort du chauffage au gaz, etc. Et pour cela, ils ont testé 4 scénarios possibles d'évolution de notre production énergétique. La seule qui est finançable, la seule qui est réalisable pour atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est celle d'un investissement dans un mix énergétique avec d'un côté les énergies renouvelables, de l'autre le nucléaire. Qui plus est, ça c'est une position qui doit être écoutée par tous, parce que c'est les scientifiques qui parlent. Mais chez vous, elle est quand même assez récente. C'est-à-dire, avant le discours de Belfort, c'était pas la position des macronistes. Bien sûr, on a perdu des années. Non, c'est pas vrai. Des années de sous-investissement, faire des études de Fessenheim qui ne reposaient sur aucun constat. La fin de la filière de formation des ingénieurs nucléaires français, c'est sous Nicolas Sarkozy. La fin des investissements dans beaucoup de centrales, le retard sur les rénovations, c'est sous Nicolas Sarkozy. Nous, on arrive au pouvoir en 2017 avec ces études scientifiques qui n'existaient pas, sur la neutralité carbone en 2050 qui n'était pas un objectif. Et donc on arrive en disant il faut réfléchir à un mix énergétique, peut-être tourner la page doucement du nucléaire. Et nous avons le courage politique de dire c'était pas la bonne posture. Il faut aujourd'hui écouter les scientifiques et notre bilan parle pour nous-mêmes. Dans le plan France 2030, nous investissons dans les deux, dans la reconstruction et dans la rénovation des réacteurs nucléaires et dans les énergies renouvelables. Et ça, c'est la position que nous devons défendre parce que c'est une question de souveraineté. On parle de souveraineté, mais le nucléaire, c'est l'énergie la plus souveraine, surtout avec les nouveaux ENR. On a annoncé là, il y a quelques semaines, la construction de 8 nouveaux ENR. Ils marchent avec, en grande partie, les déchets qu'on a déjà en France. Et donc, ça va être quasiment un circuit fermé qui est beaucoup plus compatible avec les questions de souveraineté que l'éolien ou le photovoltaïque où on doit apporter de l'acier et qui prend une surface foncière qui est dégradante pour la biodiversité. Oh oui, c'est vrai que les centrales nucléaires, ça n'a pas du tout un impact sur la biodiversité. Il faut 200 fois plus de place au sol. C'est complètement lunaire. C'est vrai que les centrales nucléaires, ça n'a pas du tout un impact. Je vous écoute, lequel? Mais attendez, mais vous êtes en train de me dire que... Quel impact sur la biodiversité? Mais enfin, aujourd'hui, on ne sait pas gérer les déchets nucléaires. On est en train de enfouir littéralement les déchets sous terre. Donc évidemment qu'on ne sait pas gérer... On est le seul pays du monde qui est capable à 100% Et vous êtes en train de me dire que les éoliennes, tout ça, ça a un impact. Mais en fait, concrètement... Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut un mix énergétique. C'est une position équilibrée. L'impact sur la biodiversité est beaucoup plus minime sur le nucléaire. Les déchets nucléaires, ça n'a aucun impact sur la biodiversité. Ils sont enfuis à Bure, en Meuse, dans un projet qui s'appelle CIGEO. J'y habite, moi j'ai grandi en Meuse. Je suis dans le Nord pour mes études, mais j'ai grandi en Meuse. En fait, on enfuit dans la roche, ça n'a aucun impact sur la biodiversité. Il faut 200 fois plus de place sur le sol pour un parc éolien qui produit la même quantité d'énergie qu'un réacteur nucléaire. Ça, c'est le constat. C'est les scientifiques. Il faut sortir des postures idéologiques sur la question. J'aurais juste une question. Quand on est chez Renaissance, on défend quelle position? Est-ce qu'on défend la position du gouvernement jusqu'au discours que vous évoquiez? Oui, non, on a changé visiblement de position. Est-ce qu'on défend la position de Pascal Canfin, qui est pour la décroissance, qui est pour sortir du nucléaire? C'est pas vrai. Sur les amendements qu'il a pu faire pour le pacte vert? Lesquels? À aucun moment, Pascal Canfin n'est pour la décroissance. Pascal Canfin est le chantre de la décroissance et que vous ayez en votre sein... En fait, vous défendez des positions à Paris que vous avez un peu découvertes il y a quelques années. Avant, c'était totalement non négociable. Et par contre, à l'Europe, une fois que vous arrivez à Strasbourg ou à Bruxelles, c'est l'inverse. Qui me fait une leçon de parisianisme. C'est l'inverse que vous faites à l'Europe. Je voudrais juste répondre. Le seul parisien c'est ça le problème de votre parti, c'est que vous avez des gens qui pensent totalement le contraire. Donc quelle est la position de Renaissance aujourd'hui? Ce n'est pas vrai. Elle n'est pas la même que celle il y a 3 ans. Dans mon territoire, dans le Nord. Parlons d'Europe, oui, allez rapidement. En quelques secondes, on a l'exemple concret de ce financement d'un mix énergétique et énergie renouvelable et nucléaire. C'est ce qu'il faut pour la France, c'est ce que les scientifiques disent. Mais le Nord était victime aussi des fermetures des centrales, il faut rappeler. Est-ce qu'on doit mettre en place au niveau européen un protectionnisme aux frontières, comme un protectionnisme vert, comme le font les Américains? Sur le commerce? Oui, et peut-être en matière d'écologie, est-ce qu'il faut taxer par exemple
les voitures électriques chinoises. Bien sûr. Et en fait, ça correspond. Et à quelle hauteur, selon vous? Ça correspond à une nécessité depuis 2005 où on a mis en place au niveau européen un marché carbone qui faisait payer, qui dépendait du principe du pollueur-payeur. Sauf que ça répondait à une question de compétitivité des entreprises européennes par rapport aux entreprises du monde entier, par rapport aux entreprises chinoises, américaines, indiennes qui sont extrêmement polluantes. Et donc nous avons défendu et nous avons mis en place ce que la France défend depuis 35 ans, c'est la fin de l'Europe naïve, c'est la taxe carbone aux frontières. Il faut l'élargir, il faut le faire sur à peu près tous les sujets. En matière agricole, on peut le faire aussi sur les clauses miroirs. Nous avons défendu, et c'est notre bilan européen, oui. Emma? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, notamment à taxer notamment les entreprises les plus gros pollueurs qui aujourd'hui sont en majorité en train de détruire la planète. Donc il y a un enjeu aujourd'hui à en tout cas taxer les personnes qui sont en train de polluer la planète sans aucune répression. Pour le NISF climatique, vous avez mentionné dans le programme. Oui. C'est la bonne réponse, Raphaël. Un NISF climatique pour financer la transition écologique. Je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord encore. Il peut y avoir une surprise. Pas une surprise. Non, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Déjà, ce qu'il faut penser, ne rien faire, c'est la solution chez LR. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Mais il faut évidemment, moi je suis pour la réciprocité. C'est-à-dire que quand on passe des contrats de libre-échange avec certains pays qui ne respectent pas du tout nos règles environnementales, ça ne convient pas. Et donc l'accord qu'on peut faire avec le Canada, notamment sur l'importation de bovins et de produits agricoles, ça ne convient pas. Il y a une clause miroir sur le bovin depuis 2015 avec le Canada. On parle bien du CETA, là. Oui, on parle, il y a une clause miroir sur le bovin qui a été élargie à beaucoup de produits agricoles. On n'importe plus de produits canadiens agricoles qui ne respectent pas. Au bout de grandes discussions, c'était pas le projet initial, notamment défendu par Renew à l'Europe. Le CETA, il date d'il y a 30 ans. Bon, nous, on a mis en place on ne fera pas la discussion de CETA. Est-ce qu'il faut mettre une taxe aux frontières, une taxe verte aux frontières? Il faut une réciprocité. C'est-à-dire que si des pays dont on importe les produits nous taxent quand on veut vendre chez eux, il faut se défendre. Et donc il faut protéger nos agriculteurs. On l'a bien vu avec la crise qu'il y a eu récemment avec les agriculteurs, qui n'étaient pas payés à la juste mesure de leur travail. L'Europe est faite pour ça. Elle est faite pour protéger les Européens face à un monde qui devient de plus en plus complexe. Il nous reste pas moins de 5 minutes, donc il faut être très précis dans vos réponses. Ukraine, Gaza. Sur l'Ukraine, jusqu'où doit aller le soutien de la France? Il faut un soutien inconditionnel. On a ici, à 1h30 de Paris d'avion, un pays qui se fait attaquer par un autre. Sa souveraineté est remise en cause sur le sol européen, c'est l'avenir de l'Europe qui se joue en Ukraine. J'apprends rien à personne, nous serons d'accord autour de la table, il faut aider l'Ukraine. C'est ce que nous faisons depuis le début. Il faut. Est-ce qu'il faut envoyer des instructeurs français militaires sur le terrain? C'est pas le problème, c'est pas le projet. Le projet, c'est plutôt de faire venir, c'est le cas avec la formation de pilotes de chasse sur le sol français. La question, elle n'est pas d'envoyer en Ukraine ou de faire en France, c'est de les former. Il est là la véritable question. Et il faut avoir un soutien inconditionnel. Le président a annoncé qu'il l'envoie d'instructeurs sur place. Oui, mais c'est pas. Et que ce serait même des cibles pour l'armée russe s'ils découvrent qu'il y a des instructeurs sur place. Mais sauf que la question n'est pas d'envoyer ou pas, c'est de former. C'est de former. Et que ce soit en France ou en Ukraine, c'est pas la question. Il faut former. Raphaël, c'est quoi la ligne rouge de la France en Ukraine? Moi, je suis d'accord sur l'aide à l'Ukraine qui doit être accentuée et perpétuée dans le temps. Après, la ligne rouge, c'est l'envoi de forces armées sur place, où là, on serait sur une escalade. Et imaginez si jamais un instructeur, par exemple, parce que ça va être le cas, se fait tuer sur le théâtre d'opération ukrainien, quelle réponse de la France? Sauf que les instructeurs, ça ne compte pas comme une force armée dans le droit international. Donc, nos instructeurs peuvent se faire sur place sur la base. On laisse la parole à Emma. Ce serait un acte de guerre de la Russie, comme si on frappait des soldats en France. Messieurs, on laisse la parole à Emma. On laisse la parole à Emma. Oui, Emma. Je viens de le faire. Nous, soutien militaire à l'Ukraine et notre ligne rouge, bien sûr, c'est l'envoi de troupes militaires, comme avait pu l'annoncer le président de la République. Il n'a pas annoncé d'envoi de troupes militaires. Il a dit que c'était pas exclu. Est-ce que dire que c'est pas exclu, c'est faire une annonce? Mais il a dit c'est pas exclu. Face à Poutine qui n'a aucune ligne rouge, pardon, de défendre des positions. Le problème de notre président de la République, c'est qu'il défend des positions un peu en solitaire. Et le sujet de divergence. Il prend un contre-pied. Alors là, il nous a pris à contre-pied pour les élections législatives, mais il aime bien aussi le faire sur le théâtre national et international. Messieurs, c'était le sujet du premier débat. Le sujet de division, vous, j'imagine, c'est la situation à Gaza. Est-ce que la France doit reconnaître tout de suite et immédiatement la Palestine?
La position historique de la France, c'est une solution à 2 États. Est-ce qu'il faut reconnaître la Palestine là maintenant? Là, maintenant, la priorité, c'est pas la reconnaissance, c'est le cessez-le-feu. C'est d'arrêter ce massacre qui est en cours à Gaza. La priorité, c'est de ce génocide. C'est les termes du droit international. Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza actuellement? C'est pas moi de le dire. C'est un drame absolu. Je peux utiliser tous les qualifiants possibles. C'est pas moi de dire qu'il y a un génocide. C'est une situation catastrophique et vous m'entendrez pas dire que c'est pas grave. Pardon. Mais c'est un drame absolu. Il faut le combattre, il faut, la priorité, se mettre autour de la table pour avoir un cessez-le-feu et négocier de la reconnaissance de l'État palestinien. C'est pas ça qui va faire arrêter la guerre aujourd'hui. Il faut un cessez-le-feu, c'est la position de la France, nous le défendons depuis le début. Emma. Évidemment, pour la reconnaissance d'un État palestinien, c'est extrêmement urgent. Aujourd'hui, il est possible de qualifier ce qui est en train de se passer à Gaza d'un génocide. Concrètement, on a les informations nécessaires pour qualifier. On le voit très bien dans les médias. Donc, nous demandons un cessez-le-feu, une libération aussi des otages et évidemment la reconnaissance d'un État palestinien. Raphaël. Là, il n'y a pas d'urgence à reconnaître un État palestinien. La première des urgences, c'est la libération des otages. C'est la première des urgences. Et là, après, on pourra discuter. Et je tiens à rappeler et à remettre les choses dans leur contexte. Comment on est arrivé dans cette situation-là? Il y a le 7 octobre. Mais ce n'est pas depuis le 7 octobre, il y a c'est pas une date depuis longtemps. Ce qui nous amène à en parler aujourd'hui, c'est le 7 octobre. Donc, je tiens à rappeler que cette attaque terroriste infâme. La demande de la reconnaissance de l'État palestinien... Juste une petite question, et là ça va être intéressant pour voir la différence qu'on a. Est-ce que le 7 octobre est une attaque terroriste? Bien sûr. Vous n'êtes pas d'accord avec les membres de votre parti alors? C'est marqué dans le... Les écologistes ont reconnu, je pense que c'est LFI qui le définit comme... Dans le Nouveau Front Populaire, c'est marqué comme tel. Ça ne vous dérange pas de faire alliance avec des gens qui ne qualifient pas ça d'un acte de terrorisme? Je vous invite à regarder aujourd'hui... Répondez, Raphaël. Je suis en train de répondre. Dans le programme du Nouveau Front Populaire, il est indiqué que nous reconnaissons les attaques du 7 octobre comme des menaces terroristes. Donc, et ça ne vous dérange pas de faire alliance avec des membres comme du NPA qui ont dit que c'était un acte de libération et qui était tout à fait justiciable? Aujourd'hui, nous avons une position claire sur le sujet. Donc vous dites aujourd'hui, le Front Populaire, tout le Front Populaire de François Hollande à Philippe Poutou reconnaît le Hamas comme un organe terroriste. Donc c'est pour clarifier. Parce que c'est écrit noir sur blanc dans le programme, on oublie toutes les déclarations de Pardon, mais là-dessus, je pense qu'il faut aussi sortir des positions idéologiques et voir la réalité en face. Une vie faut une vie. Qui porte ce message aujourd'hui? Quand, d'un côté... Pardon, mais là on parle de la situation dramatique à Gaza, vous répondez 7 octobre. C'est extrêmement important parce qu'une vie vaut une vie. Mais ce n'est pas la situation. Là on parle de quelle réponse on doit apporter à Gaza. Et de l'autre côté, la gauche, vous, pendant toute la campagne des européennes, vous avez dit il faut aider l'Ukraine, il faut aider Gaza, il faut reconnaître Gaza. C'est louable comme position. Mais aujourd'hui, vous vous alliez avec des partis qui ne le font pas. Pensez 2 secondes à vos électeurs. Ceux qui ont voté Raphaël Glucksmann, ceux qui ont voté écologiste aux élections européennes. Que pensent-ils de cela? Que pensent-ils de se mettre avec des partis qui sont ambigus sur l'antisémitisme depuis le 7 octobre? Que pensent-ils de s'allier avec le NPA et Raphaël Arnaud? Je vais redire cette citation qui est dramatique. Je salue l'action de la résistance palestinienne après le 7 octobre. Il n'est jamais revenu sur ses propos. Emma. Moi, je pense j'ai déjà répondu. Oui. On a des positions qui sont claires, qui ont été débattues, qui ont été clarifiées. Donc aujourd'hui, on a des positions claires. Nous demandons la reconnaissance d'un État palestinien, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui autour de la table. Moi, je pense qu'encore une fois, on a la démonstration très rapidement, que le Front Populaire, c'est juste une alliance pour gratter quelques circonscriptions. Vous oubliez vos électeurs. C'est complètement honteux de dire ça quand on fait une alliance de la gauche pour lutter contre l'extrême droite qui est au bord du pouvoir de votre faute. S'ils ont voté écolo, c'est peut-être qu'ils ne sont pas d'accord avec la position de la France Insoumise et 2 semaines après, vous alliez avec eux. Pensez à eux. Pensez à eux. Mesdames, messieurs, on est pris par le temps. Je vais laisser 1 minute chacun. Regardez vos caméras respectives et adressez un mot aux jeunes Français qui nous regarderont. Mais la situation est extrêmement importante, c'est très formel. La situation est extrêmement importante. Le président de la République a appelé à la dissolution et à une clarification. Nous le voyons depuis 1 semaine. D'un côté, le Rassemblement national, on en a très peu parlé, il n'y avait malheureusement pas de représentants ce soir, nous dit qu'il faut une France forte, qu'il faut un Premier ministre fort, avec des positions fortes. Sauf que, encore une fois, nous le voyons depuis 1 semaine, ils changent d'avis sur tout. Ils l'ont fait sur l'Europe, sur l'euro. Ils ont changé d'avis en 5 ans. Là, depuis 1 semaine, ils changent d'avis en 2 jours sur la double nationalité, sur la réforme des retraites. Et donc,
ce n'est pas un projet de gouvernement. Et de l'autre côté, nous avons la gauche qui s'allie contre toutes leurs pensées idéologiques sans penser à leurs électeurs. Face à cela, nous sommes sur notre ligne. Tout n'a pas été parfait, évidemment. Nous avons travaillé sur le chômage des jeunes, sur l'écologie, sur l'emploi, sur les investissements. Nous sommes le pays le plus attractif d'Europe. C'est grâce à Emmanuel Macron et au gouvernement. Et donc, il faut une majorité forte pour poursuivre cela dans les 3 prochaines années. Merci Luzon. Emma Chevalier, à vous. Regardez votre caméra et vous adressez. Alors aujourd'hui, il est extrêmement important de faire barrage à l'extrême droite pour les élections législatives. Donc je vous invite fortement à rejoindre le nouveau Front populaire dans les différentes organisations, que ce soit de jeunesse et aussi du parti. On est aujourd'hui les mieux placés pour porter un projet de gouvernement, contrairement à ce qui a pu être dit par Renaissance ou par les Républicains. Nous avons réussi à construire un programme de gouvernement qui est clair, qui a des positions qui sont claires, qui sont cohérentes, qui sont aussi nécessaires aujourd'hui face aux différentes crises auxquelles nous faisons face, la crise écologique, la crise sociale, la crise économique. Nous sommes aujourd'hui les mieux placés pour justement prendre le gouvernement et pour diriger le pays, pour régler ces différentes crises auxquelles nous faisons face. Merci Emma. Raphaël Laboy pour conclure. Alors face au choix des extrêmes, face au Rassemblement national qui peut arriver demain au pouvoir, avec certains de mon parti, et je le regrette, qui ont choisi de suivre ce mouvement vers une course infernale et mortifère pour le pays, face à l'extrême gauche qui s'est alliée avec d'anciens partis de gouvernement qui ont renié toutes leurs convictions, une autre voie est possible. Vous avez normalement, proche de chez vous, des députés, les Républicains, qui ont montré leurs compétences et leur talent au service des Français. Ils ont travaillé, ça fait 2 ans qu'ils sont élus dans une assemblée qui est particulièrement compliquée, mais ils sont là, ils tiennent bon, ils font avancer des projets. Alors, pour les élections législatives qui s'annoncent, nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'envoyer un nombre important de députés, les Républicains, au Parlement pour défendre nos convictions face à ces 2 extrêmes qui nous menacent et pour porter une vraie voie d'alternance entre ces extrêmes et le bloc macroniste. Une autre voie est possible. Merci à tous les 3. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs de Fréquence Protestante. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.